Bonsoir, merci d'être tous présents pour cette soirée autour de Farinet, le livre de Ramu. On a un invité particulier, enfin même plusieurs, enfin vous verrez après au cours de la soirée, mais c'est monsieur Gérard Combi qui nous vient de Saillon, parce qu'évidemment Farinet ne pouvait pas venir, Ramu non plus, donc il fallait bien trouver quelqu'un pour en parler. Donc vous êtes, c'est ça, hein, de la commission du patrimoine à Saillon. Donc ceux qui ne connaissent pas du tout vont comprendre pourquoi un représentant de la commission patrimoine de Saillon est là, enfin vous allez le voir après. Et puis un petit mot sur Farinet et ce livre. En fait, on a fait une soirée avec toute l'équipe Paulsen et Guérin à Valorcine, à la cascade de Bérard. Et derrière la cascade de Bérard, il y a un petit restaurant et derrière il y a une grotte Farinet. Et avec nous il y avait notre directeur éditorial Charlie Buffet, qui n'avait jamais entendu parler de Farinet. Mais il n'est pas du pays, il a été excusé. Et je lui dis, mais il y a un livre de Ramu sur Farinet. Il me dit, mais incroyable, il faut absolument qu'on le publie pour faire découvrir en fait à tous les gens qui connaissent la montagne, mais pas forcément cette histoire, et qui ne connaissent pas aussi toujours Ramu, les jeunes ne connaissent pas forcément. Donc voilà, l'idée c'était un peu comme ça. Et cette grotte, on a Nathalie de Villas qui va nous en parler tout à l'heure, qui vient de Valorcine aussi, qui pourra nous dire 2-3 mots. Mais je vais commencer peut-être par expliquer. Alors, Farinet, donc c'est le Robin des Bois des Alpes. Hein, c'est un faux monnayeur, un contrebandier, un voleur un peu. Et Ramu, on va voir que Ramu, il l'a un petit peu idéalisé, c'est ça ? C'est ça. Hein, mais moi, je vais lire quelques passages de Ramu, puis vous allez reprendre la vérité peut-être, hein, nous dire, remettre les choses à leur place. Voilà, donc on va attaquer. À moins de 100 mètres au-dessous de lui, il y avait une maison. C'était celle de ses parents. Il y était né. Il y avait été élevé, et sans doute sa mère devait-elle l'habiter encore avec son frère et ses 2 sœurs, mais il y avait bien longtemps qu'il était sans nouvelles d'eux. Car il était parti pour Miège, et il y avait près de 10 ans, peu après la mort de son père, qu'on avait trouvé un jour la tête fracassée au pied d'une paroi de rocher. Il était grand contrebandier et braconnier, le père Farinet. C'est assez dire qu'il ne laissait que peu de biens. Il avait bien fallu que le fils allât gagner sa vie, et Farinet s'était engagé à l'automne comme bon rentard pour les vendanges, ce que beaucoup d'hommes de la montagne font, et ils descendent à la plaine pour un mois, puis remontent. Et Farinet était descendu avec eux, seulement, c'est la différence, il n'était jamais remonté. Il avait fait à Miège la connaissance d'un vieil homme nommé Sage, qui s'occupait à aller cueillir dans la montagne toutes espèces d'herbes et de plantes qu'il vendait aux pharmaciens. Le père Sage vivait seul dans une petite maison construite sur l'emplacement des anciens remparts, à quelque distance du village. Il passait un peu pour sourcier et aussi sorcier. Et on disait qu'outre ces plantes, il cherchait de l'or, et même il en avait trouvé, et souvent il y avait, paraît-il, dans le sommet de la chaîne qui domine Miège, du côté du nord, une veine que Sage avait découverte. Mais il se faisait un peu vieux pour courir la montagne, ayant plus de 70 ans, et il cherchait justement un aide. Farinet s'était offert, il avait été accepté. Même finalement, le père Sage s'était tellement affectionné à lui qu'il lui avait montré sa cachette. Farinet s'était mis à chercher l'or lui aussi et à en trouver lui aussi. C'était devenu son métier. Car tandis que le vieux Sage se contentait de récolter son or, tel qu'il était, ce qui faisait beaucoup de petits cailloux jaunes et de paillettes qu'il enfermait dans une cassette de fer, Farinet, lui, avait eu l'idée de confectionner des moules de plâtre et d'acheter un chalumeau. Et à la mort du vieux, il avait commencé à fabriquer ses pièces. Il y avait tout près de là, dans la gorge de la Salanche, une belle grotte bien sèche, laquelle communiquait avec la cave de la maison. Alors, il n'avait plus eu qu'à mettre ses pièces en circulation et avait trouvé facilement dans le pays à les écouler. Étant bien vu de la plupart des gens parce qu'il croyait à son or et parce qu'il était généreux, et il y croyait lui aussi à son or. Le malheur était seulement que le gouvernement avait déjà le sien. Il y a eu une convention avec force de loi qui avait fait que le gouvernement a seul le droit de mettre en circulation ses pièces. Farinet l'avait bien vu. Il avait eu beau dire « les miennes sont meilleures ».
On ne l'en avait pas moins jeté en prison, un jour qu'il avait passé la frontière, ayant beaucoup de pièces à écouler, et il venait de faire 2 ans de prison à Ust, qui est sur le territoire italien, de l'autre côté du Grand Saint-Bernard. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors, on va commencer par faire les différences entre ce que Ramu raconte et la réalité historique, du moins ce qu'on a pu en découvrir, parce que vous pensez bien qu'un braconnier, contrebandier et faux monnayeur ne laisse si possible pas trop de traces derrière lui. Alors d'abord, Miège. Il existe en Valais un village de Miège, dans la noble contrée, 40 km à l'est de Saillon. Farinet n'a jamais mis les pieds dans ce village de Miège. Il y a un autre Miège, avec S cette fois, comme dans le roman. C'est une commune du Jura français. Au niveau de la toponymie, il n'y a rien qui peut expliquer le choix de ce Miège. Miège voulant dire au milieu. Au milieu de quoi? N'en sait rien. Si on prend le roman en détail, à la page 26, on a les maisons construites sur l'ancien rempart. Effectivement, les maisons construites sur l'ancien rempart, c'est Saillon. Les maisons à distance du village, Saillon, non, voilà. Là, c'est pas Saillon. À l'époque de Farinet, il n'y a pas de maison à distance du village. Tout est encerclé dans les murailles. Bien sûr, la fameuse veine d'or dans le rocher, oui, à Saillon, il y a bien une veine, mais c'est du marbre, c'est pas de l'or. Ça a été exploité à peu près en même temps que Farinet, en tout cas les débuts, donc il y a pu avoir une petite interférence. On a parlé de la fabrication de pièces d'or, or fondu dans un moule en plâtre. Il est possible que dans sa jeunesse, lorsqu'il était à la maison, donc dans la vallée d'Ost, il ait fabriqué de l'or ou des soi-disant pièces d'or, mais pas avec de l'or en minerai, mais avec de l'or qu'il allait voler dans les églises. Oh. Des calices, des ciboires, mais surtout des chandeliers en étain ou en bronze, le bronze étant relativement ressemblant. Et il a fabriqué des pièces, tout au plus des pièces dorées. Les spécialistes estiment que non, c'est pas Farinet qui a fabriqué les pièces d'or, les quelques pièces d'or qui étaient en circulation dans la vallée d'Ost en ce temps-là. À Saillon, Farinet fabriquera uniquement des pièces de 20 centimes. Et partout où il ira, il fabriquera uniquement des pièces de 20 centimes, sauf de nouveau dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, là, il fabriquera des pièces de 50 centimes, mais 50 centimes de lire italienne. Mais ça va vite s'arrêter parce que justement, il va être attrapé et emprisonné, non pas pour faux monnayage, mais pour vol. Alors justement, faut emprisonner, moi je rebondis. Je vous surprends un peu, mais il se suspend à l'un des barreaux des 2 mains et il se laisse retomber. Ah, ils ont cru m'avoir, la barre cédait sous son poids. Ah, ils ont cru qu'ils allaient me garder encore 6 mois dans leur galère. Ils ne savaient pas qui je suis. Le roi d'Italie non plus. Humbert Ier ne le savait pas, mais il l'a su. Le second barreau venait de céder à son tour. L'un et l'autre faisaient maintenant une sorte de crochet à la courbure inclinée vers le sol, laissant tout juste dessus d'eux la place qu'il fallait pour passer. Une place réduite, il est vrai, et même réduite à l'extrême, où on ne pouvait engager le corps que dans le sens de la longueur, mais ça le connaissait un peu. On n'a pas couru la montagne depuis tout petit sans avoir appris comment faire. Puis la liberté l'attendait, là, tout près, et le regardait dans la lune, lui disant « Tu y es presque, Farinet, encore un petit effort, c'est ça ». Elle lui disait « À présent, tu n'as plus qu'à nouer la corde, c'est ça, tu fais 2 nœuds, n'aie pas peur ». Il n'avait pas peur, car c'était vrai qu'on l'aimait bien, et les choses aussi l'aimaient bien. Il n'avait pas eu besoin, comme tant de prisonniers dont on lit l'histoire dans les livres, de découper en bandes la toile de sa paillasse. Il avait une corde, une vraie, une corde faite de bon chanvre qui était juste de la longueur qu'il fallait, c'est-à-dire 8 mètres environ. On l'aimait bien, on s'occupait de lui, et il voyait que même les choses l'aimaient, parce que, ayant donc fixé la corde par un double nœud à l'un des barreaux, c'est juste à ce moment qu'un nuage avait passé devant la lune.
Les galères sont dans le haut de la ville où elles dressent leurs grands murs nus qui peuvent être vus de loin et ainsi sa personne aussi aurait pu être facilement aperçue, se démenant en sombre sur les façades claires s'il y avait eu de la lune. Mais il n'y en a point eu. Elle avait dit « Je ne veux pas te gêner ». En même temps, elle se retirait derrière un gros nuage. Il est descendu dans une nuit profonde sans pouvoir être distingué d'elle. Il n'avait eu qu'à se confier à la corde jusqu'à son extrémité pour toucher terre. Arrivé au bas de la corde, ses pas ont été parfaitement silencieux. Il a été comme dans le fond d'un puits et c'était le chemin de ronde pas large, 4 ou 5 pas à faire tout au plus. Il les a fait en silence dans la plus grande obscurité. La lune au-dessus de tous les clochers de Sion et de l'évêché disait « Je me cache !» Lui se porte avec ses pieds silencieux dans le bas du mur d'enceinte qui est haut de 5 ou 6 mètres. Mais ça le connaît, c'est tout à fait comme quand on allait chercher l'or, comme quand on allait chasser le chamois et on arrivait dans l'autre bout d'une vire. Alors pas moyen de s'en retourner, pas moyen de communiquer, pas moyen non plus de descendre sur ces corniches larges, comme les 2 mains où on s'engage. Puis elles viennent à rien tout à coup dans le vide avec des vaches, pas plus grosses que des bêtes à bon Dieu, qu'on a entre les jambes à 400 mètres plus bas. Ici, il en riait lui-même. Ah, il croyait m'arrêter. Peut-être qu'avec leur pauvre maçonnerie, que le grand maçon lui-même n'y a rien pu. Et allez demander également au roi d'Italie, le roi Humbert Ier. Vous savez bien, quand il voulait me garder chez lui, il avait des murs lui aussi. À quoi est-ce que ça lui a servi? Donc il s'échappe ce... Voilà, ça c'est un récit un peu arrangé de lorsqu'il s'échappera de la prison de Sion. Farinet est emprisonné en Italie, à Ust, à Gênes et à Ivrea. Déplacement de prison en prison, probablement pour éviter des accointances. Ça, on n'a pas idée exactement pourquoi. Par contre, on sait qu'il s'est échappé de la prison d'Ivrea, avec la complicité de la fille du geôlier, enfin, d'un des geôliers. Il va revenir à Ivrea plus tard pour disculper. Donc ça, c'est un acte de courage, pour disculper la fille du geôlier en disant « Non, non, elle n'a rien fait, je me suis débrouillé tout seul ». Il faut dire qu'il était bel homme, hein, quand même, non? Il était beau gosse. Il savait plaire aux filles, hein? Voilà, exactement. Ouais, parce que tout le monde l'aime, la lune l'aime, là, dans le tout à fait, et puis en plus, c'est effectivement le dandy italien qui n'a rien à voir avec le Farinet transposé en paysan valaisan du roman de Ramus et des films qui en ont été tirés par la suite. Donc pour en revenir à cette évasion de la prison de Sion, donc il s'évade de la prison de Sion par une corde qui lui a été donnée non pas comme dans le roman par Joséphine, mais par un certain Frachebou, mais ce n'était pas son vrai nom, mais c'était un de ceux qui ont été les premiers complices valaisans de Farinet. Et de même, la lime qui a servi à limer les barreaux, c'est Frachebou qui lui a fait parvenir, et non pas Joséphine. Autre truc intéressant, dans le roman, Farinet s'appelle Maurice, et non pas Joseph Samuel, comme c'est son vrai nom. Par contre, Farinet, lorsqu'il s'évade, lorsqu'il est arrêté la première fois donc, et qu'il passera au tribunal de Martigny, il va avoir dans ses poches à peu près l'équivalent de 400 francs or. Et lors de sa mort, on retrouvera de nouveau sur lui environ 400 francs or. Mais c'était des vraies pièces, du vrai or, ce qui montre que quand même, il avait réussi, que certains tirages avaient quand même rapporté pas mal d'argent. Par contre, si on prend la suite de l'évasion, donc il raconte comment il monte dans la montagne et avec des visions sur les rochers, sur la plaine, là on n'est plus en Valais. Là on est à Ivrea. Donc quand il revient en direction justement de la vallée d'Ost, et donc à partir de ce moment-là, c'est plus tout à fait réaliste. On peut aussi se poser la question quels sont les noms qui ont été choisis, parce que
ni les personnages, ni les lieux ne correspondent à Saillon. Si on prend les noms des personnages, deux personnages sont principaux, c'est Chara et Ardévaux. Chara, c'est le nom d'un village, à côté de Saillon, commune de Martigny. Ardévaux, c'est Ardéva, la montagne qui domine l'Étron, qui est le village voisin de Saillon. Après, il y a Critin, Fontana, Bruchet, Pélanda, Ray. Celui-ci, il fait exception. Remaillé. Tous ces noms de personnes ne sont pas du tout impliqués. Aucune de ces noms-là ne se retrouve dans les personnes impliquées dans les procès. En Martigny, c'était un Frachebou, un Luisier, un Créton. À Bagnes, c'est Marais, Vaudin, Cortin, Pérodin et Gabu. Et au procès suivant de Martigny, c'est Vérolet, Grange, Roduit, Binder. Donc, il n'y a aucun nom pareil. Le seul nom identique, c'est Ray. Mais Ray, c'est le nom du gendarme qui a failli abattre Farinet, donc qui avait réussi à grimper jusqu'à la corniche où Farinet se tenait caché. Et il lui a tiré dessus, mais en essayant plutôt de lui tirer dessus, il a déroché et il s'est fait bien du mal. Il a été hospitalisé. Et le pauvre gendarme a dû s'évader de l'hôpital. C'est son frère qui a fait évader le gendarme de l'hôpital parce que les médecins voulaient l'amputer de la jambe. Alors il avait dit pas question. Et d'ailleurs, il s'en est sorti sans être amputé. Mais si on prend les pays... Non mais on va continuer, on va pas tout dire tout de suite, mais on faut quand même qu'on redise que Farinet, il est né en 1845. Et il est mort en 1880 et que quand Ramu écrit ce bouquin, c'est en 1930, il l'écrit, en tout cas il est sorti dans les années 30, c'est 50 ans après sa mort. Exactement. C'est pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire, donc de la mort de... Voilà. Et donc, Ramu, il connaissait quand même le pays, hein, il a fait exprès peut-être de ne pas donner les noms, d'embrouiller les pistes, parce qu'il y avait peut-être encore des gens qui étaient encore vivants et qui n'avaient pas envie de... Enfin, non, j'imagine. Beaucoup de gens étaient vivants. Et effectivement, s'il a changé les noms, c'est bien pour cette raison-là. C'est bien pour ça. Hein. Oui. Et puis, il a un peu brouillé les pistes avec les paysages. Mais il y avait une chose qui était sûre, c'est qu'il était aimé. Alors, la Lune, déjà l'aimait, mais bon, là, je vais vous lire un autre petit passage. Pourquoi il était aimé, ça, il faudrait qu'on essaye de comprendre. Là, on est en fait, il vient de s'évader, mais il ne se cache pas. Et il va dans un bar, justement, où travaille Joséphine. Il avait déplacé alors sa chaise et au moment de se lever, « Voilà pour vous, oh, monsieur Farinet !» On a repris, « Oh, pas de ça, monsieur Farinet, ça me fait trop plaisir !» Une voix basse et un peu triste, tandis qu'on repoussait les 20 centimes de son côté. Alors il avait regardé, il avait dit, « Ah !» Elle hochait la tête. « Ah, mais comment vous savez ?»« Oh, mais je vous ai bien reconnu !» Il a dit, « Moi aussi, il me semble que je vous reconnaissais, Joséphine Pélanda. Vous ne vous souvenez pas, à Miège, chez Critin, je faisais un remplacement il y a 3 ans de ça. »« Oh, dit-il, c'est vous, je vous remets. » Puis aussitôt, il a demandé, « Et vous savez ?»« Bien sûr, dit-elle, comme tout le monde, parce qu'on a parlé de vous dans les journaux. » Alors a-t-il dit, « Il faut que je me sauve. »« Mais non, a-t-elle dit, pourquoi ? À moins que vous ne soyez pressé. Vous êtes ici chez des amis. Vous ne savez pas, eh bien, votre pièce, je la garde. J'en voulais une depuis longtemps. » Alors un énorme poids lui avait été ôté du dessus de la poitrine, comme un grand homme a été pris sous un tronc d'arbre et on est venu avec un cric. « C'est vrai ? Oh oui ! Et il y en a beaucoup comme moi, parce qu'on sait bien que c'est de l'or, parce qu'on sait bien que vous ne trompez pas votre monde. » Ça, a-t-il dit, c'est la vérité. Et il l'a regardé de nouveau, qui était toujours debout à côté de lui, qui était assis, de sorte qu'il devait lever la tête, et c'était elle à présent qui baissait la sienne. Une grande fille, plus très jeune, un peu forte, avec un corsage gris foncé à col de velours noir montant, la figure tachée de rousseur, les cheveux tirés en arrière. Et il était assez facile de voir que ce qu'elle disait elle-même était l'exacte vérité. Il se rassurait donc en même temps qu'il était flatté. Alors, car voilà comment il était, il a repris. « Et si vous en voulez encore une, c'est facile parce qu'à présent j'ai justement été en chercher cette nuit. »« Oh, dit-elle, cette nuit, et j'en reviens, fouillant pendant ce temps avec la main sous sa chemise. »« Oh, monsieur Farinet, jamais. »« Que si, dit-il, en souvenir, puisque vous m'avez si bien reçu. Tenez. » Il avait posé une belle pièce jaune sur la table. Elle était un peu trop jaune. Ces pièces ont d'un jaune un peu trop clair.
C'était moins rouge que les pièces du gouvernement, mais c'était justement ce qui prouvait leur qualité, disait-il, et on le croyait. Parce que les pièces du gouvernement étaient un alliage d'or et de cuivre, et les siennes d'or et d'argent. Elle disait « Oh, jamais je n'oserais !» Il disait « C'est pour me faire plaisir !» Alors dit-elle « Laissez-moi vous apporter une bouteille. » Est-ce que c'est bien prudent, le patron? Oh, il ne descend jamais avant 9 heures. Et puis même s'il venait, je crois bien. Ah, dit Farinet. Oui, il vous connaît sans vous connaître et il a souvent entendu parler de vous. C'est aussi un de vos amis. Ah, c'est que vous en avez, monsieur Farinet, des amis. Vous ne savez pas. Alors, c'est quoi ça, cette histoire? Que tout le monde l'aime. Que tout le monde l'aime. Donc, si on reprend le Farinet, donc né dans la vallée d'Ost, dans un petit village donc, de Saint-Rémy, le village de Bosse. À l'époque, c'était le même village, c'est la même commune. Ensuite, ça a été séparé. Farinet vit avec sa mère au hameau de Laval. Sa mère, c'est Marie Pétronille Tampan, qui avait un premier mariage avec 6 enfants, dont Placide, qui va rester en contact un peu avec Farinet, et un deuxième mariage avec un certain Hugues Julien Farinet, et elle n'aura qu'un fils unique, Farinet. Dans les relations familiales, il faut citer la bonne amie de Farinet, Marie-Adélaïde Mochetta, fille de Pierre-Joseph, dont il aura une fille illégitime. Descendance, non. Descendance et collatéraux, ils sont tous éteints. Il n'y a plus de famille. Par contre, la fille illégitime, intéressant à propos de l'évasion, Farinet, dans sa prison de Sion, va demander du fil, des aiguilles et un crochet. Et il va crocheter un petit bonnet qui se trouve au musée de la fausse monnaie de Saillon, un petit bonnet pour sa fille. En réalité, le fil, les aiguilles et le crochet ont servi à autre chose. Ils ont servi à nouer les draps, après les avoir déchirés, pour compléter la corde, parce que contrairement au roman de Ramu, Farinet ne s'est pas évadé en descendant, mais en passant d'un toit à l'autre. Il s'est évadé par les toits. Et enfin, dernière chose intéressante, le métier de Farinet. Son métier, c'était magnien, ou autrement dit rétameur, autrement dit réparateur d'ustensiles de cuisine. Donc, il savait faire fondre les métaux, il savait faire fondre l'étain, le plomb, et dans les essais qu'il va faire dans la vallée d'Ost, il va faire des essais de fonte de minerais. Par contre, après, il a trouvé plus simple de frapper les pièces, comme on frappe avec un moule, et il abandonnera complètement l'idée. On l'a accusé d'avoir fabriqué des fausses pièces d'or en évidant des pièces d'or et en remplissant la partie centrale évidée avec du mercure pour obtenir le même poids et que ça coule facilement dedans. Mais les experts des tribunaux ont dit que ce n'est pas du travail de Farinet. Les fausses pièces d'or qui ont circulé à ce moment-là, très peu nombreuses, on estime que Farinet était incapable de faire ça. Mais qu'est-ce qui explique quand même son succès, qu'on parle de lui dans les journaux, que tout le monde le connaît et tout le monde l'aime? Alors tout le monde le connaît, tout le monde l'aime parce que, et ça se voit par les différents procès qu'il y a eu en 1870, 71 et 79, 2 fois au tribunal de Martigny, 1 fois au tribunal d'Entremont. Les gens sont tous intéressés parce qu'il leur promet de l'argent. Et donc, il récupérera de l'argent. Donc, tous ceux qui sont, par exemple, si je prends le tribunal de Martigny, 1871, les frais ont été partagés entre un tiers à Farinet, un tiers à Frachebout et un tiers à Louis Luisier. Frachebout, c'est celui qui lui donnera la corde et la lime. Farinet, donc, fait la frappe. Frachebout est tanneur de métier. Lui, il blanchit les pièces à l'acide parce que, justement, l'histoire des fausses pièces d'or qui brillent un peu trop, les pièces de Farinet aussi brillaient trop. Il fallait les vieillir et il les vieillissait en les noircissant.
Et pour finir, les pièces de Farinet étaient trop noires comparées aux pièces effectives de la Confédération. Par contre, à un certain moment, dans les années 1871, la Confédération refuse de retirer les pièces de Farinet parce qu'on manquait de monnaie. Il en fallait absolument. Ça, c'est étonnant. Un contrôle de la police dans les commerces de Martigny en 1871 montrera que dans les commerces, 3 pièces sur 10 sont des faux. Et ça circule. Il n'y a pas que Farinet, hein. Il y en avait d'autres, non? Des fausses pièces. Non, pas en même temps. Ah ouais? Pas en même temps que Farinet. Et on a beaucoup plus de faux monnayages dans le canton de Vaud qu'en Valais. Parce qu'en Valais, donc, c'est un nouveau canton de la Confédération, comme le canton de Vaud. Mais dans le canton de Vaud, qui était soumis aux Bernois, il y a une espèce de révolte contre cette autorité bernoise. Bien sûr, le canton de Vaud étant soumis à Berne, c'est la monnaie bernoise qui circulait. Et on aurait une quantité de faussaires dans le canton de Vaud qui fabriquent de la fausse monnaie bernoise. Donc, bien sûr, avant 1850, à partir du moment où on fabriquera la monnaie suisse, parce que la monnaie suisse n'existe que depuis 1850. Donc, et c'est pour ça que Farinet va frapper toutes ces pièces datées de 1850. Ah, ouais. Parce qu'en 1850, on a introduit la monnaie suisse, donc il a fallu remplacer les bahts, les deniers et autres monnaies qui circulaient jusqu'alors. Il a fallu les remplacer et donc on a fait des tirages énormes. Et donc, diffuser des fausses pièces de 1850, ça passait dans le tas beaucoup plus inaperçu que de frapper des pièces de 1851 où on en a fabriqué peut-être que quelques centaines, voire peut-être pas du tout. Voilà. Donc, il était malin quand même. Hein. Oui, il était assez malin. Oui. Pour clarifier, la pièce qui falsifiait, c'était une pièce, c'était le 20 centimes, c'est ça? C'est le 20 centimes, oui. Qui équivalait à... Alors, qui équivalait, en gros, j'ai ça... C'est pas une pièce de grande valeur? Si. Si, pour l'époque, quand ils étaient... Ouais. Qu'est-ce qu'on achetait avec l'argent? Voilà, alors, qu'est-ce qu'on achetait? Voilà, alors, 20 centimes permettaient d'acheter une livre de pain, ou 1 litre de lait, ou 1 kilo de maïs, ou 2,5 kg de pommes de terre, 1 demi-litre de vin. En parenthèse, Farinet descendait sec. Hein, quand, ouais, il aimait le fendant. Hein. Oui, non, puis dans tous les procès, donc dans tous les témoignages de procès, tous les gens qui ont été accusés de cacher Farinet, ils ont tous dit, mais il payait son vin. mais il achetait 1 demi-litre à la fois. Donc, voilà. Ça équivalait aussi à 40 minutes d'un travail de maçon. Mais il faut dire aussi qu'à cette époque, le Valais, c'est pas le Valais de maintenant, hein, que c'était très pauvre. Oui. Enfin, quand même. Oui, c'était quand même assez pauvre. C'était plus pauvre. Donc 20 centimes, c'était beaucoup, quoi. C'était. Ben oui, on vient de voir ce que ça permettait d'acheter. Donc c'est une somme d'argent relativement considérable. Farinet en fabriquait des quantités relativement grandes. Industrielles, non, quand même pas. C'est difficile à dire parce qu'évidemment, au procès, il n'a jamais tant avoué le détail. Mais j'ai noté quand même ces... Oh, c'est que j'essaie. Les tirages qu'il avait fait. Donc, lors des procès, on a réussi à savoir, à savoir ce qu'il avait réussi à faire. Alors, une plaque de métal qu'on achetait à Vevey pour 4 francs, 4 francs 50, permettait de faire 140 pièces à 20 centimes, donc 28 francs. Donc, ça faisait quand même 24 francs de bénéfice. Après, on a d'autres exemples avec de l'argent acheté à 4 francs la plaque et qui permettait de faire 90 pièces, 18 francs. Au tribunal de Martigny, on estime que les faux équivalaient à 8132 francs et 60 centimes. Donc, c'était quand même pas mal. Un autre procès, on parlera d'abord de 300 pièces frappées à Fully, on parlera de environ 8000 pièces frappées à Bagne, ensuite
environ 18 000 pièces dans la région Trien, Tête-Noire, Valorcine. Ah, et donc là, c'est là où il aurait pu aller dans la grotte. C'est là où il aurait pu être caché dans la grotte. 18 000 pièces. Par contre, Valorcine est simplement cité comme endroit où Farinet aurait pu se cacher. Par contre, donc, contrairement au roman qui raconte que Farinet fabriquait dans les gorges de la Salinthe, seul nom de lieu qui a été gardé dans le roman, là c'est complètement invraisemblable parce que d'abord il n'y a pas d'endroit où il aurait pu s'installer sérieusement pour travailler. Pour se cacher quelque temps de la police, oui, mais il ne comptait pas y rester 5 jours, il comptait y rester quelques heures, comme toutes les fois, parce que les gendarmes arrivaient dans le village, tous les gens du village criaient « Farinet, cache-toi, les gendarmes arrivent !» Donc, Farinet se planquait, les gendarmes en civil ou avec leur beau costume faisaient une traversée du village, descendaient dans une ou l'autre maison où Farinet était censé se cacher, trouvaient personne et repartaient de l'autre côté du Rhône au poste de Saxon. Et donc, en général, il ne passait pas très très longtemps caché. Par contre, quand il ressortait, il distribuait généreusement des pièces de 20 centimes à tout le monde pour les remercier les gens d'avoir l'avoir averti. Moi, je vais lire un petit passage aussi parce que quand même, bon, les gens l'aiment parce qu'il donne de l'argent, mais en même temps, il avait quand même un style de vie. Et puis il avait son idée sur la liberté. Enfin, c'est ce que dit Ramu en tout cas. Il dit. C'est la liberté et ça lui chantait dans le cœur. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté, se disait-il pendant qu'il regardait autour de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand ça vous chante. Est-ce tout? C'est quand on ne dépend que de soi. C'est quand tous les commandements partent de vous. Tu veux rester couché, tu restes couché. Tu veux te lever, lève-toi. Tu veux manger, bien mange. Tu ne veux pas manger, ne mange pas. Et tu veux faire de la monnaie? Bah, tu peux faire de la monnaie. C'est ça. Mais c'est ça, c'est seulement ça? Il se répondait, non. Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, se disait-il, c'est d'être autrement que les autres, en dehors d'eux, au-dessus d'eux. C'est d'être respecté, c'est d'être aimé, c'est d'être craint. C'est d'être seul, se disait-il, regardant autour de lui, et personne, aucun être vivant, si loin qu'on pût voir dans l'espace, à 15 lieues autour de soi. C'est ça la liberté, et c'est mon or qui me la donne. Il me vaut le sourire des filles, et il riait, le respect des hommes, parce que je l'ai dans ma poche, et je dis je l'ai, et on me dit montre-le. Moi je dis non, ou je dis oui, je le change ou je le donne. Il riait. C'est ça, c'est d'être autrement. Venez seulement voir ici, gens de la ville, si je ne suis pas mieux que dans vos prisons, que dans vos bureaux, que dans vos rues. Mais est-ce que vous pourriez seulement venir si vous voulez? C'est trop pour vous et trop perché ou quoi? Parce que les juges, c'est vieux. Ces messieurs du gouvernement, c'est tout noué de rhumatisme. Et ces gendarmes, c'est bien trop nourri. Alors vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas comprendre. Ou bien si c'est seulement que vous êtes jaloux de moi et vous vous vengez. Je n'avais pas plus de 3 mètres sur 2 pour vivre à Host grâce à vous. Et des murs épais et de 2 mètres et un pot à eau et une miche de pain. Et à Sion, pas même de fenêtre, car voilà comme vous êtes. Un petit trou carré seulement à hauteur de plafond, avec des gros barreaux comme le poignet. Mais maintenant, regardez où je suis, disait-il. Regardez, c'est si grand. Vous n'avez pas su me garder. Eh bien maintenant, j'ai de la place. Il riait tout haut. Et maintenant, j'ai de l'or. J'en ai de nouveau et du mien, et tant que j'en veux. Et je veux en refaire des pièces. Qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? Il rit. Il va boire à la bottille qui était au frais dans une crevasse sous le surplomb. Et puis voilà, alors que se retournant, après avoir bu, toute la beauté du monde et toute la grandeur du monde était de nouveau devant lui. Voilà, donc, à propos donc de cette liberté, là, c'est une dérapée, je dirais, par rapport à un événement qui s'est produit juste après la mort de Farinet, c'est la faillite de la banque cantonale. Déjà? Et donc, oui, donc à partir de ce moment-là, les gens vont commencer à se méfier de la monnaie officielle. Et donc,
parce qu'il y a des gens qui ont perdu, et évidemment pas des pauvres. Les pauvres n'avaient pas d'argent, donc que la banque cantonale fasse faillite ou pas, ça n'a aucune importance. Par contre, certains riches, oui. Et donc, on a commencé à se dire, ah, mais si Farinet était là, on pourrait avoir de la vraie monnaie, puis vivre un peu tranquille. C'est une déformation, donc après, certains films ont mis ça beaucoup en évidence, alors que non, ça n'a pas grand-chose à voir avec le vrai Farinet. Je vais peut-être encore prendre le Farinet assaillant. Donc qu'est-ce qu'on sait de lui? Donc on sait qu'il est protégé. On sait aussi qu'il est aimé, qu'il est protégé. Et on sait que les gens de Saillant ont raconté à Ramu ce qui s'était vraiment passé. Parce que Ramu viendra, donc 50 ans après la mort de Farinet, les gens sont encore là. Et donc, il va interroger les gens. Et après, il va publier son roman. Et ce roman, évidemment, va être lu à Saillant. Et les gens de Saillant vont dire, quand Ramu est venu à Saillant, on lui a dit tout juste, mais il a écrit tout faux. Montrant bien par là que le roman se distancie énormément de la vérité. En avril 80, la police est toujours à la recherche de Farinet. La Confédération est fâchée. Le canton, on laisse un peu aller, mais la Confédération est fâchée. Elle exige que Farinet soit pris mort ou vif. On donne une récompense de 800 francs d'alors, ce qui équivaut à une belle somme de maintenant. Donc il faut multiplier à peu près par 13 ou 14 pour avoir l'équivalent. Et surprise, quand le Farinet sera mort, personne ne réclamera la prise. Donc réclamera la prime. Ouais. Donc ce qui veut dire que personne n'a pu dire c'est moi qui ai tué Farinet. Et donc c'est ça qui prouve, enfin c'est une des preuves, que Farinet est mort non pas d'une balle d'un gendarme, mais d'une chute dans les gorges. Par contre, évidemment, pour le romancier, c'est beaucoup plus fastueux de faire mourir le héros sous la balle d'un gendarme que de le faire trébucher puis tomber bêtement dans les gorges de la Salins. Donc, c'est ça qui est compréhensible. Ensuite, il y a le problème de la trahison. Donc, dans le roman, la trahison, c'est Joséphine Pellanda qui le trahit parce qu'il avait refusé, pour des motifs de liberté, de partir avec elle, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Donc en réalité, il a été trahi. Enfin, la police a été mise au courant de la cachette de Farinet dans les gorges par quelqu'un de Saillant, une autorité communale de Saillant, jalouse parce que sa femme fricotait un petit peu avec Farinet. Voilà, et surtout, elle lui apportait à boire et à manger quand il était à certains endroits où il était caché. Dans les gorges, elle n'a pas jamais pu aller lui apporter à manger. Donc, il va être trahi par un mari jaloux en quelque sorte, mais en dessous, il y a encore un problème politique. C'est qu'il va être trahi par un conseiller communal minoritaire et qui va essayer de se venger en accusant les majoritaires qui étaient partisans d'attraper Farinet, en les accusant que c'est eux qui avaient demandé aux gendarmes de tuer Farinet. Et cette polémique donc, va sortir immédiatement après la mort de Farinet. Tout de suite, on va dire « Ah, mais il a été tué par les gendarmes ». Et il y aura des démentis de la police cantonale qui va dire non, il n'a pas été tué par les gendarmes. On a le médecin légiste qui va faire la levée du corps, qui n'indique aucune blessure par balle. Les seules blessures qu'avait Farinet, à part des fractures du bras, des ecchymoses aux jambes, au thorax, au nez, il avait une blessure en taille au frontal droit, mais qui ne touchait pas l'os, donc c'était uniquement la peau. Et il avait par contre l'arrière du crâne complètement fracassé,
Donc l'arrière du crâne, le médecin légiste dit la cervelle, la pie mère, donc l'enveloppe du crâne, les os, des esquilles d'os et l'os de la peau et les cheveux étaient en bouillie. Donc c'est clair qu'il est mort d'une fracture du crâne. En plus, le médecin signale saignement du nez et des 2 oreilles, ce qui est une autre des caractéristiques de la fracture du crâne. Reste la question, pourquoi est-il tombé? Alors, il y avait 5 jours qu'il était dans les gorges et il avait peu de chances de s'en sortir. 5 jours sans manger. Il avait à boire, mais sans manger. Donc, il a pu être très faible. Et puis, il y a eu une histoire... Deux bûcherons vont descendre, vont dire à la gendarmerie, on descend, on va vous le ramener. Et donc ils ont pris des cordes, ils sont descendus dans la gorge, mais n'ont pas trouvé Farinet. Donc ils ont dû descendre, pas à bonne verticale, et ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont remontés en disant, non, Farinet n'est pas dans les gorges. Bon, on peut se poser la question, pourquoi ils sont descendus? Est-ce qu'ils voulaient toucher la prime? C'est une possibilité. Est-ce qu'ils voulaient nourrir Farinet et l'aider à se sauver? Difficile à dire. Toujours est-il qu'ils remontent puis qu'ils disent non, Farinet n'est pas là. Et en même temps, les gens de Saillon vont dire ah non, Farinet n'est plus là, il y a longtemps qu'il a filé, on l'a vu, il a fui. Alors le commandant de la gendarmerie, enfin le commandant des 16 hommes qui étaient sur place, va dire ah, il va sentir qu'il y a un arnaque là-dessous. Et à grand renfort de bruit, il va appeler tous ses militaires, donc gendarmerie. Allez, on rentre à la maison, il n'est plus là, c'est pas la peine de continuer à le chercher. Tout le monde rentre. Et à grand vacarme, on lève le camp, parce que ça faisait 5 jours que les gendarmes étaient là aussi, bien entendu. On lève le camp et on s'en va à grand vacarme. Mais une fois éloigné des gorges, minuit, l'officier dit « Retour !» mais cette fois sans bruit. En silence complet. Pas de feu, pas de parole, surtout pas de coup de feu. Et effectivement, les gens diront, ce samedi matin-là, on n'a entendu aucun coup de feu. Et c'est ce samedi que Farinet est mort. Et retrouvé. Donc ce qui prouve encore une fois qu'il n'a pas été abattu par la police, puisque la police avait ordre de ne pas tirer jusqu'à quand on aurait pu s'en saisir. Donc, à ce moment-là, les gendarmes restent là, planqués, sans bruit, et il semble que Farinet a essayé de s'échapper. Il y avait 2 variantes pour s'échapper, le bis de la Gure qu'on voit là, qui est dans les gorges, mais évidemment, il savait très bien que les gendarmes étaient au bout du bis. Donc, c'était pas la peine d'essayer de s'enfuir par là. Donc, il a essayé de s'enfuir par le haut, donc en grimpant encore plus haut. Et à un certain moment, les gendarmes qui sont à la sortie du bis voient arriver l'eau trouble avec de la terre, de l'herbe, petit éboulement, quoi. Des feuilles, des aiguilles d'arbres. Et donc, alors, ils pénètrent dans le bis, ils suivent le bis, et à un certain moment, ils se rendent compte qu'en dessus, il y a eu une glissade, il y a des traces de sang, l'herbe est froissée, mais Farinet, malheureusement, dans sa glissade, ne s'est pas arrêté au bis, il a continué à basculer. Bon, il était peut-être déjà KO, il avait peut-être déjà heurté un rocher, on ne sait pas, et donc il va tomber au fond de la rivière. Et c'est là qu'on va le repêcher. Il est enterré où d'ailleurs? Alors l'histoire de l'enterrement, c'est aussi quelque chose d'assez drôle, parce que Farinet est tombé sur le territoire de la commune de Lettron. Les gens de Lettron ont dit à ceux de Saillon, écoutez, votre brigand, votre faux-monnayeur, vous le gardez, hein, ça nous intéresse pas. 150 ans après, on dit merci les Lettronais. Donc ça ne nous intéresse pas, vous allez le reprendre. Donc Farinet a été sorti des gorges par des gens de Saillon, aidés d'un gendarme de Saint-Pierre-de-Clage. Et sorti, on va l'enrouler dans un drap, on va l'attacher sur une échelle
et on va le porter en dehors des gorges, on va l'exposer à la maison communale. Et là, les gens pourront le voir. Les filles apportent des fleurs pour fleurir le cadavre. Les gens pourront le voir, certains petits curieux dont le juge des faits de Lettran va soulever la blessure au front, va dire « Oh, mais oui, on pouvait mettre un crayon dans la blessure. » Ce que les gens ont compris, on peut mettre un crayon dans la blessure. En réalité, on peut mettre un crayon dans la blessure. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le médecin dit expressément « Le frontal n'était pas touché. La plaie ne concernait que la peau. » Donc, il va rester là le temps des autopsies et ensuite, on va l'enterrer hors du cimetière parce que, à ce temps-là, les bandits n'avaient pas le droit d'une sépulture ecclésiastique. Donc, il est enterré en dehors du cimetière. On n'a pas retrouvé actuellement le squelette de Farinet. On a retrouvé des squelettes hors cimetière, mais on n'a pas retrouvé celui de Farinet. Comment le sait-on? Parce que les squelettes qu'on a retrouvés jusqu'à maintenant sont des squelettes avec le crâne intact. Ah oui. Or, le squelette de Farinet, forcément, n'a pas le crâne intact, sans compter qu'il avait encore des fractures du bras, entre autres. Donc, pour le moment, on n'a pas le cadavre de Farinet. Voilà. Eh ben, un petit mot quand même pour dire à Saillon, donc il y a un musée de la fosse Mollet. Alors voilà, donc alors ça c'est, qu'est-ce qu'on va, si vous venez maintenant à Saillon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même une statue. À voir. Alors, vous avez la statue? Dans l'ordre. Ouais. On a d'abord, la première chose, c'est venu à partir de 1980, quand un journaliste va faire monter la mayonnaise, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire qu'il va trouver cette histoire intéressante et il va justement faire le mythe de Robin des Alpes, le bienfaiteur des pauvres, celui qui sait tout faire, sauf suivre les lois. Donc, le rêve, la légende, un personnage mythique. Et pour faire monter la mayonnaise, la première chose qu'il va faire, c'est la vigne. Mais cette vigne, l'origine de cette vigne n'a rien à voir avec Farinet. À part l'idée de l'anarchiste. Parce que l'État du Valais avait fait détruire quelques hectares de vignes qui étaient situés hors cadastre viticole. Elles étaient situées dans la plaine, dans des sables. La Confédération estimait que non, on ne peut pas faire du bon vin là-dedans. Donc, ce n'est pas cadastre viticole. Vous ne pouvez pas construire des vignes là-dedans. Et les gens de Saillon et de Saxon en face, et aussi de Vétro un peu plus haut dans la vallée, avaient construit des vignes dans la plaine du Rhône sur ces sables. La Confédération va ordonner au canton de détruire ces vignes. Le canton, un matin de fête de Dieu, avec des hélicoptères, vont sulfater ces vignes au désherbant et donc les faire disparaître. Ce qui a fait un scandale en Valais. Le journaliste, beaucoup plus tard, va se dire, c'est quand même environ 15 ans plus tard, va se dire, moi j'ai un petit bout de terrain, là-haut dans le coteau, je vais faire une vigne. Et je vais demander à la Confédération, est-ce que je suis dans le cadastre viticole? Ah oui, là, vous êtes dans le cadastre viticole. Ah bien, alors vous allez cadastrer ma vigne. Vous allez cadastrer mes 1,65 m² de vigne où il y a 3 ceps. Donc, l'idée, c'était de se moquer de la Confédération. Mais après, par ressemblance, évidemment, Farinet, anarchiste, ça va un peu ensemble. Par contre, la vigne produit quelques grappes de raisin. On mélange ça avec du vin fourni par un marchand de vin du coin. Avec ça, on fait environ 1000 bouteilles numérotées et on vend ces bouteilles aux enchères. On arrive chaque année à 20 000 francs et on donne à une bonne œuvre, en général une bonne œuvre pour l'enfance, 20 000 francs et 20 centimes. C'est le montant du chèque. Mais après, c'est pas le tout d'avoir une vigne. C'est qu'il faut attirer les gens, il faut qu'on en parle. Or, ce journaliste était au courant de tout. Chaque fois qu'une personnalité venait en Valais, il va les faire venir sur la vigne. Et maintenant, on a sur la vigne donc des panneaux qui indiquent toutes les personnes qui sont venues sur cette vigne. C'est ça qu'on voit là. Donc, toutes les personnes qui sont venues sur la vigne. Mais, toutes ces personnes qui viennent sur la vigne
Les unes pour mettre le fumier, les autres pour échalasser, pour tailler, pour effeuiller, pour vendanger, vont, comme c'est des personnalités célèbres, on prend par exemple même Caroline de Monaco qui est venue jusque-là, et donc on a une place Caroline de Monaco à Saillon, tout près parce que justement Caroline de Monaco a quand même pas fait toute la montée à pied, elle a fait un bois voiture, mais elle a quand même fait les 300 derniers mètres. Donc toutes ces personnalités qui viennent sur la vigne, qui laissent des traces, les curieux, les gens vont dire ah ben, on va aller voir cette vigne, on va aller voir cette vigne. Résultat, des voitures qui montent dans le vignoble, il a fallu trouver une solution. Bon, mettre un sens interdit, ça n'a pas servi à grand chose. Encore maintenant, il y a toujours le sens interdit, mais les gens continuent à monter dans les vignes. Idée, le sentier des vitraux. Donc un sentier qui part de la plaine, près des places de parc, et qui monte dans la colline. Au début, il y avait prévu 7 vitraux. Après, c'était prévu 13. 13, on a dit, ouais, c'est porte-bonheur, porte-malheur. On a dit 14. Non, 14, ça fait chemin de croix. Donc, pour finir, on en a 21. Donc, ces vitraux font que les gens ne vont plus monter en voiture, mais vont suivre l'itinéraire pédestre. Combien de temps pour monter alors? Alors, combien de temps on fait? Si on ne s'arrête pas, 45 minutes, mais si on s'arrête, si on lit un peu les informations qu'il y a par-ci, par-là, il faut compter à peu près 1 heure. Mais ensuite, donc, le point de départ, c'est une place en plaine, donc on va faire la place Farinet, avec la statue de Farinet. Donc, au départ, il était prévu de mettre une fontaine avec de l'eau chaude, donc l'eau chaude des sources thermales de Saillon, et l'eau froide, parce qu'il y a aussi une source, mais qui elle n'est pas thermale, qui est même une source d'eau très très froide. Mais ça n'a pas marché. La source d'eau chaude creusée dessous s'est révélée pas très très chaude, donc il aurait fallu l'amener depuis beaucoup plus loin. Donc pour finir, c'est de l'eau tout à fait normale qui coule. Ensuite, il a fallu relier la plaine, les bains de Saillon et les bains d'Ovrenat, et donc une passerelle par-dessus les gorges qui permettent donc de relier un village à l'autre. C'est aussi la passerelle à Farinet. Ensuite, toujours dans le même coin, la Via Farinetta, avec donc une via ferrata dans la falaise, une via ferrata très difficile. Donc premier secteur considéré comme moyennement dur, deuxième secteur considéré comme difficile, troisième secteur considéré comme très très difficile. Non pas impossible, mais en dévers et complètement sur les bras. Les premières parties ne sont pas difficiles. Les 2 premières parties, non. Je l'ai fait toute seule. Oui, mais pour des gens qui sont de la montagne. Les gens de la ville. Bon, enfin, toujours est-il que 3-4 fois par année, les hélicoptères viennent récupérer des gens dans la... Par contre, elle est très fréquentée. Donc, c'est très fréquenté. Et puis, donc, dans cette Via Farinetta, il y a donc une colombe de Hans Cerny, quand il y en a une autre sur la vigne à Farinet. C'est quand même paradoxal, hein, un bandit, une colombe. Hein? Mais la colombe ne porte pas un rameau d'olivier, elle porte une grappe de raisin. Oui, c'est une colombe un petit peu voilà, transformée. coquine. Et dernière chose, donc c'est le musée, donc le musée de la fausse monnaie. Ouais. Donc avec 3 secteurs. Le secteur vraie monnaie, c'est-à-dire comment on fait de la monnaie, quels sont tous les systèmes de sécurité qui sont plus ou moins mis en évidence. Après, on a un secteur avec la monnaie, les vrais et les faux, mais pas ceux de Farinet, des monnaies en général moins vieilles que... quoique, on a des monnaies du 18e, 19e siècle, et aussi alors des faux billets. Parce qu'évidemment, si un 20 centimes de Farinet valait quelque chose, frapper des 20 centimes de maintenant, évidemment, ça ne paye plus. Donc, mieux vaut essayer de faire des billets de 20 € ou de 50 €. Donc, on a pas mal de ces faux, avec les explications qui vont avec. Et au fond, on a la cave à Farinet, où se trouvent exposés, donc, comme vous le voyez, donc tout ce qu'il a inspiré. Ce qui concerne d'abord lui-même, donc le livre de Ramu, un autre livre
Il y a son fusil. Alors le fusil, c'est le fusil du brigadier. Il y a aussi ce qui aurait pu être le fusil. Il y a aussi ce qui aurait pu être le sac de Farinet. Mais il n'y a rien qui prouve que c'est le fusil, que c'est le sac. Et puis par contre, il y a le petit bonnet qu'il avait crocheté pour sa fille. Et puis surtout, il y a la vitrine du mythe où on a des faux billets qui est en réalité des entrées à Sion Expo, des fausses pièces de monnaie qui étaient prévues pour les Jeux Olympiques à Sion, des films, des vidéos, des autocollants, toutes sortes de choses qui ont été fabriquées autour du mythe de Farinet. Donc il y a une vitrine qui s'appelle carrément le mythe, donc où tout ça est mis en valeur. Après, il faut dire aussi que Farinet a travaillé essentiellement dans la vallée de Bagne et à Martigny. À Saillon, il y a été une année, la dernière année de sa vie, à peine une année. Mais c'est là qu'il est mort et puis c'est là que la légende est née. Que l'histoire est partie. Voilà. Donc par contre, à propos de la vigne, donc maintenant c'est un groupe de vignerons qui a repris en charge les animations sur cette vigne. Donc ça va continuer. Peut-être, ça va peut-être un peu freiner parce que évidemment les vignerons de Saillon n'ont pas forcément les relations publiques avec toutes les personnalités que connaissait Pascal Thur. Donc ça va freiner un peu. Des connexions partout. La vigne, c'est quel cépage? Alors c'est trois cèpes. Théoriquement, c'est un fendant, un pinot et une petite arvine, mais ils viennent de les remplacer. Je ne sais pas si c'est toujours... c'est la même chose. Oui. Donc, de toute façon, c'est pas ces 3 grains de raisin qui vont faire la cuvée. Par contre, une année, ils n'ont pas trouvé un vigneron valaisan pour fournir les litres nécessaires pour faire les 1000 bouteilles. Et alors, c'est un importateur qui a fourni 1000 litres de vin grec. Oh bah. Ben, je vous promets que depuis cette année-là, il n'y a plus besoin de discuter. Les vignerons valaisans, ils sont toujours arrangés pour que ça soit du valaisan. Si Farinet, il entend tout ça depuis là-haut, franchement, il a une vie assez courte, 34 ans finalement. Robin des Bois recherché par tout le monde, mais protégé par tous aussi. C'est quand même une vie incroyable. Hein. Enfin, merci à Ramu de nous. Enfin, si Ramu n'avait pas écrit le bouquin, est-ce qu'il serait arrivé jusqu'à nous? Probablement pas. Parce qu'après tout ce qui suit vient justement de Ramu. Ouais. Ce qui fait que, par exemple, la vraie vie de Farinet, à part les recensions des tribunaux, on n'en sait pas grand-chose. Ouais. Et au tribunal, les complices de Farinet, vous imaginez bien qu'ils mentaient comme des arracheurs de dents. Hein. C'est pas moi, c'est lui. Hein. Par exemple, la période juste avant, qui viennent du côté de Finhaut, Trien, Valorcine, où il n'a pas fait très long d'ailleurs. Juste avant cette période-là, il était à Feuilly, mais la machine à fabriquer les pièces circulait d'un maillan, d'une grange à une cave. Les gens la faisaient circuler. Ouais. Et au tribunal, celui qui l'avait, non, c'est pas moi, la preuve c'est que c'est lui, puis ainsi de suite. Donc, dans les tribunaux, donc, ils n'ont jamais parlé de Valorcine. Parce que c'est la France. C'est peut-être pour ça qu'ils n'en ont pas parlé. Non? Oui, mais ils ont quand même essayé de recenser. Ouais. Partout où il a fait de la fausse monnaie. Ouais, ah ouais. Donc, vu qu'il déménageait sans arrêt vers la fin de sa vie, plus il approchait de la fin de sa vie, plus il déménageait, parce que plus il était recherché. Donc, il est sans arrêt en promenade, ce qui, en parenthèse, rend difficile la fabrication de monnaie, parce qu'il faut déplacer la machine. Donc, au début, il fabriquait dans un simple moule. Donc, c'était une pièce carrée comme ça, avec la pièce gravée au fond. Il mettait une rondelle de métal dessus, il mettait le contre-moule dessus, et bing, un bon coup de marteau, et ça frappait la pièce. Mais après, c'est très difficile à faire ça juste. Aux fêtes médiévales de Saillon, il y a une dizaine d'années, on avait essayé, enfin, les forgerons avaient montré comment on frappait de la monnaie avec justement ce procédé, mais si vous ne donnez pas le coup de marteau vraiment au bon endroit, la pièce, elle sort pas très équilibrée. Donc c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, enfin même très vite, dès qu'il était à Bagne, il a fait fabriquer
dans des ateliers à Vevey, envoyer des complices chercher la machine. Ah, carrément. Mais la machine n'était quand même pas tout à fait complète. Il y avait quelques pièces qui manquaient. Et il disait que c'était pour faire je ne sais pas quoi dans des caves, pour cercler des tonneaux. Enfin, en réalité, c'était une presse à vis qui permettait donc d'avoir le moule et puis de serrer la vis de telle manière à avoir une pression verticale parfaite, de telle manière à ce que la pièce qui était dedans, donc enfin la rondelle de métal qui était dedans, soit marquée des deux côtés par l'empreinte de la pièce. Toujours est-il qu'il fallait tailler l'empreinte. Il a dû en faire quelques-unes. Donc cette machine, il y en a une qui était perdue dans la Drance parce qu'ils ont essayé de la cacher dans la Drance lors d'une perquisition. Ils ne l'ont pas retrouvée parce qu'entre-temps il y avait eu de l'eau, les sables avaient filé. On va retrouver une autre dans la région de Fuyy, mais sans les pièces essentielles. Donc elle était très lourde, hein, ça faisait 40 kilos. On a même un exemple de bonhomme qui a dit c'est toi au tribunal, donc c'est vous qui avez déplacé la machine de Farinet de tel endroit à tel endroit. Le bonhomme l'a dit non, moi j'ai prêté le mulet. Et puis le mulet il était rétif, il n'a pas voulu. Mais ça c'est noté, c'est marrant ça. Ça faisait à peu près 40 kilos la machine. Par contre, d'autres racontent qu'ils l'ont porté dans la hotte de tel endroit à tel endroit. Ouais. Bon bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu de Saillon. Merci. Merci à vous. Et de Valorcine.